Salut tout le monde. Comment ça va? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. Récemment, on a bouffé tellement d'isekai que la plupart du temps, on oublie ce qu'on a regardé en moins d'une semaine. Vous connaissez la chanson, le héros le plus fort de l'histoire, le retour du roi démon, ou encore le lycéen lambda qui reçoit un pouvoir divin par accident et s'offre un harem en 2 épisodes. À force de voir toujours la même chose, beaucoup sont passés à côté de Tsukimichi Moonlit Fantasy, ou Tsukimichi pour les intimes. Et pourtant, c'est l'un des isekai les plus originaux de ces dernières années. Je ne dis pas que c'est le meilleur anime de tous les temps, mais il a une force incroyable pour une raison précise, il ne ressemble en rien à un isekai classique. Plus l'intrigue avance, plus on réalise une chose, ce n'est pas l'histoire d'un héros. C'est l'histoire d'un homme qui, étape par étape, cesse d'être humain. Et c'est tellement plus fascinant. L'ambiance rappelle énormément Chainsaw Man ou Mushoku Tensei. Le protagoniste commence à dépasser les limites de la normalité, et le pire, c'est qu'au début, on ne s'en rend même pas compte. Imaginez la scène, la déesse d'un autre monde, liée par un pacte scellé il y a longtemps avec les parents du protagoniste, invoque un humain pour en faire son prochain grand héros. Mais dès qu'elle voit sa tête, elle lâche littéralement un « poids », qu'il est moche. Cela nous montre tout de suite la vanité maladive de cette déesse, qui ne tolère que la perfection esthétique. Pour elle, les humains nés dans son monde sont tous magnifiques. Mais Makoto, qui vient de la Terre avec des gènes d'humains normaux, passe à ses yeux pour un monstre dégoûtant. Dans la foulée, elle le déchoit de son statut de héros, lui interdit d'apprendre la langue humaine pour l'empêcher à jamais de communiquer avec la société, et lui accorde la capacité de comprendre la langue des monstres en guise d'humiliation suprême. Enfin, elle le bannit dans le coin le plus dangereux du monde, les terres désolées. Bref, elle le jette comme un déchet. N'importe quel autre isekai aurait choisi la voie de la vengeance bas de gamme. Le héros s'entraîne 2 jours et jure de détruire la déesse. Mais cette œuvre prend un chemin totalement différent et beaucoup plus perturbant. Le problème n'est pas que la déesse a insulté la mauvaise personne. Le problème, c'est que ce jeune homme va devenir une entité capable de terrifier la race la plus puissante du monde. C'est là que l'histoire bas de gamme bascule. Ce n'est plus une comédie légère, c'est la naissance d'un véritable monstre. Pourtant, au premier abord, Makoto s'ime être le lycéen le plus ordinaire du monde, doux, gentil, un peu solitaire, sans aucune aura de protagoniste ultra stylé. Et c'est là que l'auteur est très habile. Au début, Makoto a l'air inoffensif, simple, voire un peu comique. Tout cela sert à renforcer le contraste avec ce qui va suivre. Dans les premiers épisodes, on le voit s'inquiéter pour des broutilles ou être embarrassé par des situations du quotidien, comme un lycéen classique. Mais ce n'est qu'un masque inconscient. Le monde de cet anime est bien plus cruel qu'il n'y paraît, car l'apparence y détermine votre valeur sociale. Puisque la déesse a décrété que la beauté était synonyme de bénédiction, les humains de ce monde considèrent tous ceux qui ne correspondent pas à leurs critères esthétiques comme des déchets ou des monstres. Beaucoup de spectateurs ont pensé que le rejet initial de la déesse n'était qu'une blague pour détendre l'atmosphère, mais pas du tout. C'est là que commence sa transformation psychologique. À partir du moment où il se voit totalement isolé et discriminé par ses semblables, il cesse de faire confiance à la déesse, s'éloigne de l'humanité, à l'inverse, s'entend bien mieux avec les bêtes. Cette œuvre nous prouve par les faits que Makoto est bien plus proche d'un monstre que d'un humain. Après avoir été banni, Makoto atterrit dans les terres désolées, une région désolée et ultra dangereuse. C'est là que le ton de l'anime change. On comprend que ce n'est pas un endroit accueillant. Il y a des monstres féroces, des races cruelles, un danger constant et un fossé monumental de puissance entre les créatures. Mais Makoto ne s'effondre pas. Il s'adapte, et à une vitesse hallucinante. N'importe quel humain normal aurait paniqué, éclaté en sanglots ou serait mort de peur en voyant une araignée gigantesque dévorer tout sur son passage. Mais la réaction de Makoto est anormalement calme. Oui, il est en colère et sous le choc, mais il accepte la réalité d'une rapidité déconcertante. C'est le premier point troublant de sa personnalité, son esprit est bien plus résilient que celui d'un humain ordinaire. Dans ce nouveau monde, il s'habitue très vite à la violence, au danger et à la mort. De plus, sa puissance est une anomalie dès le départ.
L'œuvre nous montre bien que Makoto n'est pas le genre de héros classique qui chute grâce à une erreur de la déesse. Il était déjà un monstre sur Terre. Comme la gravité et la pression atmosphérique terrestre sont beaucoup plus denses que celles de ce monde de fantasy, le corps de Makoto subit un bond physique absurde. Un peu comme Superman sur la Lune. Ses muscles, ses réflexes et sa barrière magique naturelle atteignent un niveau qui défie la logique du système. Même lorsqu'il ne se contrôle pas encore, il fait des choses aberrantes. Il pulvérise des monstres d'un seul coup de poing sans magie, ou fait des bonds prodigieux par la seule force de ses jambes. Le plus fou, c'est que lui-même ne comprend pas à quel point il est dangereux. Pour lui, soulever d'immenses rochers ou se déplacer à vitesse suprasonique est tout à fait normal, alors que les rares témoins de la scène en ont des sueurs froides. Dans d'autres animes, les monstres craignent le héros. Pour son épée sacrée ou son statut d'élu. Pour Makoto, c'est purement de l'instinct de survie. Sa magie est si immense, dense et lourde, que les créatures ont l'impression de faire face à une catastrophe naturelle ambulante, une anomalie qui ne devrait pas exister. Il peut rester là, sourire, plaisanter et se montrer super doux, mais au fond d'eux, les monstres savent pertinemment qu'ils ont un prédateur ultime face à eux, capable de les rayer de la carte en un clin d'œil. C'est là que Tomo entre en scène, et honnêtement, elle montre à quel point l'histoire peut devenir folle. Tomo n'est pas juste une waifu en kimono. À l'origine, c'est le dragon Shine, une calamité de niveau légendaire, un dragon ancien qui terrifie le monde depuis des siècles et détruit des armées entières par simple ennui. Le plus absurde, c'est que l'histoire ne débouche pas sur un combat épique où le héros galère à sceller le dragon. Pendant son combat contre Makoto, Shine entre dans ses souvenirs, découvre l'histoire de la Terre, se prend de passion pour les drames historiques de samouraï, et décide de se soumettre volontairement à lui. Elle est fascinée par Makoto parce qu'elle ressent, mieux que quiconque, que ce garçon brise toutes les lois de ce monde. Lors de la conclusion du pacte, la magie de Makoto est si écœurante que le contrat s'inverse automatiquement. Au lieu d'être des partenaires égaux, Shine est forcée de devenir sa servante absolue. Elle prend alors une forme humaine basée sur ses préférences et reçoit le nom de Tomo. En surface, c'est de la comédie, une waifu surpuissante amoureuse du héros suite à un malentendu, mais en réalité, cela en dit long sur Makoto. Un dragon qui est une catastrophe naturelle ambulante ne le regarde pas de haut et ne le prend pas pour un faible. Elle comprend immédiatement que son nouveau maître est au-dessus des lois divines. Grâce à ce pacte, Makoto n'est plus seule. Il utilise le pouvoir de Tomo pour créer Azora, son propre espace dimensionnel, et commence à y bâtir son monde. Sur ce point, l'œuvre ressemble un peu à moi, quand je me réincarne en Slim avec Rimuru, mais avec une différence majeure, Rimuru construit une nation dans le monde réel pour faire cohabiter humains et monstres. Le monde de Makoto, lui, est un espace isolé, une bulle secrète coupée de la réalité. C'est comme s'il avait créé, inconsciemment, un endroit le plus éloigné possible des humains, un refuge pour les créatures rejetées par le monde de la déesse. Makoto se sent plus à l'aise avec les monstres qu'avec les humains, et c'est totalement logique. Les humains de ce monde sont fiers, cruels, hypocrites et superficiels. À l'inverse, les orques des Highlands ou les lézards de brume sont directs, honnêtes, travailleurs, et respectent la force et la valeur morale. Par conséquent, Makoto commence à prendre ses distances émotionnelles avec la société humaine. C'est la plus grande qualité de cet anime. En surface, c'est un isekai plein d'humour et d'aventures légères, mais au fond, il est beaucoup plus sombre. On commence à voir comment la boussole morale de Makoto est altérée. Un exemple flagrant se produit plus tard dans l'histoire, lorsque des aventuriers humains s'infiltrent à Azora pour voler des armes, ils tuent l'un des habitants les plus aimés de la dimension et provoquent une explosion. Quand Makoto revient et voit le cadavre de son compagnon, il ne pleure pas. Il ne fait pas de grands discours sur le pardon. Sa réaction est glaciale, calme et mortelle. Il trouve l'aventurier responsable et, sans changer d'expression faciale, lui brise les bras et les jambes avant de le laisser se faire dévorer vivant par ces monstres. Il ne fait pas ça par méchanceté théâtrale, mais parce qu'à ses yeux, les humains n'ont plus de statut spécial. Sa puissance est si démesurée et son vécu si douloureux qu'il ne peut plus éprouver d'empathie pour les humains ordinaires. Si tu dépasses les bornes, il t'élimine, comme on écraserait un cafard dans une cuisine.
Le monde commence à le traiter comme un monstre, et lui commence à agir comme tel. Puis, Mio apparaît. Et à ce moment-là, on se dit, ok, ce n'est définitivement plus une histoire normale. À l'origine, Mio est la grillonne du désastre, l'araignée de la calamité, une créature qui incarne la terreur pure, la folie et une faim insatiable. Elle a dévoré des villes entières, et aucune armée n'a jamais pu lui égratigner une patte. Lorsqu'elle croise Makoto, elle tente de le manger, mais le sang et la magie de Makoto sont tellement gigantesques qu'en le mordant, sa faim millénaire est rassasiée pour la première fois. L'araignée ne tombe pas amoureuse de lui pour son physique, elle devient complètement accro à sa puissance. Après le pacte, en raison de la différence abyssale de niveau, le contrat en fait à nouveau sa servante absolue. Elle prend forme humaine, se nomme Mio, devient obsédée par sa protection et se nourrit de son énergie. C'est ainsi que se forme cette étrange équipe. Le protagoniste n'est pas entouré de chevaliers royaux ou de mages d'académie, mais des deux monstres les plus lourds et les plus terrifiants du continent. Le plus intéressant dans la relation de Makoto avec son équipe, c'est que Tomo et Mio ne le voient pas comme un humain à protéger. Pour elle, il est le dieu de leur propre univers, leur chef, leur source d'énergie et une entité de niveau supérieur. Au fil de l'histoire, on sent que Makoto est en train de devenir une créature mythologique à part entière, même s'il essaie toujours de gérer une boutique de commerce ordinaire et de prétendre qu'il est un humain civilisé. Beaucoup d'isekai font la même erreur, le protagoniste devient trop fort, ce qui fait perdre toute tension à l'histoire parce qu'on sait qu'il peut gagner d'un claquement de doigts. Mais Tsukimichi fonctionne différemment. Plus Makoto devient fort, plus le monde autour de lui devient terrifiant, et en même temps, plus lui-même devient effrayant. Au premier abord, il ressemble au protagoniste invincible classique, mais on remarque vite un point clé, Makoto ne se comporte presque jamais comme un héros. Il n'essaie pas de sauver les villes attaquées par les démons, car il estime que cela ne le regarde pas. Il ne cherche ni la gloire, ni la renommée, et ne rêve pas de devenir roi. En fait, il a plutôt tendance à fuir la société humaine. Lorsqu'il interagit avec elle, il porte des masques pour se déguiser et utilise un artefact pour cacher son niveau de magie, car il sait que cela provoquerait une panique générale. Pour lui, le plus important, c'est sa paix, le peuple d'Azora et le succès de sa compagnie commerciale. C'est ce qui le rend 90% plus intéressant que les autres protagonistes d'Izuke. Makoto ne devient pas un méchant en cape qui veut détruire le monde, mais il ne reste pas non plus un saint. Il devient une entité dont la morale s'éloigne de ce que nous considérons comme humain. On peut le voir en détail à travers le système de combat de la série. Makoto a développé une technique appelée Sakai, capable d'étendre sa perception et de manipuler l'espace autour de lui. Lorsqu'il active cette capacité, il peut ressentir chaque atome, chaque intention meurtrière et chaque flux de magie à des kilomètres à la ronde. Si ses proches sont menacés, il utilise cet avantage pour modifier son attitude et devenir extrêmement cruel. Il élimine la menace de manière instantanée, efficace et chirurgicale, sans grand discours sur la justice et sans donner de seconde chance. Il nettoie simplement la carte. C'est vraiment flippant. Au début, les humains des villes frontalières le voient juste comme un marchand bizarre de la compagnie Kusunoha, ou comme un aventurier de bas niveau qui a de la chance d'avoir de belles employées. Mais au fil de l'intrigue, les rumeurs se propagent. Autour de Makoto, il se passe toujours des choses qui défient le bon sens. Des monstres de très haut niveau lui obéissent au doigt et à l'œil, d'immenses armées de démons disparaissent sans laisser de traces sur son passage, et les rois des nations demi-humaines lui manifestent un respect absolu. Sa magie est devenue une hérésie contre nature. Pour vous donner une idée de l'échelle réelle de sa puissance. Lorsque Makoto décide enfin de retirer les anneaux maudits conçus par Tomo pour compresser sa magie, la libération d'énergie est si violente qu'elle teinte le ciel de rouge sang et fait trembler la terre à des kilomètres à la ronde. Les ennemis les plus faibles entrent dans une panique totale, la simple pression dans l'air suffit à provoquer des arrêts cardiaques ou à leur ôter tout désir de se battre, comme s'il manquait d'air. Et le plus fou, c'est que tout cela se produit même lorsqu'il se retient au maximum. Le plus drôle, c'est que Makoto ne se rend parfois même pas compte de son propre niveau. Chaque nuit, il s'entraîne à Azora en tirant des flèches d'énergie concentrées jusqu'à épuiser totalement ses réserves de magie. C'est un processus douloureux,
Mais chaque fois que sa magie se régénère, sa capacité augmente, le rendant plus fort de jour en jour. Pour lui, faire l'impossible fait déjà partie de sa routine d'entraînement quotidienne, tandis que les rares commandants militaires qui survivent à sa pression restent plongés dans de profondes réflexions, se demandant quel genre de dieu de la destruction ils viennent de croiser. C'est l'une de mes parties préférées. Makoto ne se contente pas de voyager à travers le monde, il commence aussi à faire bouger indirectement l'échiquier géopolitique. De nouvelles alliances commerciales naissent autour de lui, la direction politique des nations humaines change pour tenter d'obtenir les faveurs de sa compagnie, et les factions les plus puissantes de l'armée des démons modifient leur stratégie militaire juste pour éviter de croiser sa route. En parallèle, certains royaumes humains deviennent extrêmement anxieux en voyant qu'un simple marchand possède une puissance militaire capable de rayer tout un pays de la carte s'il venait à rompre un contrat. L'arrivée d'une telle entité brise l'ordre établi par la déesse. Au fil de l'histoire, cette atmosphère de guerre inévitable devient de plus en plus lourde. C'est là que l'œuvre devient beaucoup plus profonde qu'on ne s'y attend. Makoto commence à ne plus comprendre la logique tordue des humains de ce monde, et les humains ne le comprennent pas non plus. Pour une personne normale, sa puissance est une anomalie terrifiante. Face au massacre, sa façon de penser est trop calme, et ses réactions sont parfois d'une froideur inquiétante, surtout lorsqu'il s'agit de négocier avec des nobles corrompus qui tentent de le faire chanter. Cela crée une distance irrémédiable. Malgré ses tentatives pour paraître amical et son sourire derrière le comptoir de sa boutique, l'histoire de Makoto est vouée à être très solitaire. Malgré la présence de Tomo, de Mio et des milliers d'alliés qui vivent à Azora, il s'éloigne inévitablement des humains. Plus il est fort, moins les gens peuvent le voir comme un de leurs semblables. Ils le voient soit comme un sauveur, soit comme une calamité, mais plus jamais comme un jeune homme ordinaire. Tsukimichi sait être drôle et léger, ses interactions quotidiennes sont absurdes et hilarantes, mais en fond, il cache toujours une pointe d'isolement et de tristesse. Même le respect que lui vouent les habitants d'Azora frôle une terreur presque sacrée, car ils savent très bien que sous cette apparence paisible réside une entité dotée d'une puissance gigantesque, qui n'est plus tout à fait régie par la morale humaine ordinaire. On fait inévitablement la comparaison avec Rimuru de Slim. Les deux racontent l'évolution d'un protagoniste invincible qui finit par diriger une faction de monstres et connaît une croissance à faire trembler le monde. Mais l'ambiance est totalement différente. Rimuru est un politicien idéaliste qui cherche l'intégration mondiale. Il construit une nation ouverte, cherche la reconnaissance des rois humains, participe à des banquets diplomatiques et espère que tout le monde pourra vivre en harmonie sous le droit international. À l'inverse, Makoto est un marginal pragmatique. Il a été violemment rejeté par la plus haute autorité du monde. Il ne cherche pas l'acceptation de la société de la déesse. Il crée un monde indépendant, une société secrète à Azora pour toutes les créatures qui, comme lui, ne peuvent pas s'intégrer dans les structures humaines corrompues et superficielles. C'est pourquoi Tsukimichi semble beaucoup plus solitaire, brut et terriblement réaliste. Les fans de light novel adorent cette histoire parce que le contenu après les événements de l'anime est encore plus grandiose. La véritable guerre à grande échelle entre les humains et les démons, des intrigues politiques intenses où Makoto doit bien jouer ses cartes pour éviter que son peuple ne serve de chair à canon, une augmentation de puissance qui donne des frissons, et la transformation lente, naturelle et logique de Makoto en une entité quasi mythologique. L'auteur ne l'a pas transformé en un frimeur cliché en un jour. Il nous montre étape par étape comment chaque trahison humaine et chaque décision difficile façonne sa nouvelle mentalité. C'est pour ça que ça semble si vrai. En résumé, cet anime sait être drôle, chaleureux, percutant et parfois même terrifiant. Très peu d'isekai arrivent à un équilibre aussi parfait. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui ont commencé l'anime juste pour passer le temps le dimanche ont fini complètement accro, au point de lire le web novel jusqu'à 3 heures du matin. Cet anime ne cherche pas à tout vous déballer dès la première seconde en montrant le héros battre le roi démon au premier chapitre. Au contraire, l'intrigue est progressive. Au début, ça ressemble à une comédie fantastique légère, un isekai bizarre avec des blagues sur le physique du héros et ses waifus surpuissantes. Mais ensuite, avec les détails économiques et les conflits de territoire, l'échelle commence à grandir, et tout à coup, on s'arrête pour réfléchir, attends une minute, quand est-ce que c'est devenu aussi sérieux et sombre ?
Beaucoup d'isekai se contentent d'utiliser le monde fantastique comme un décor plat, avec une taverne d'aventuriers classique et une guilde générique pour que le héros puisse afficher ses compétences. Dans Tsukimichi, le monde est vivant. Il y a une vraie économie, de la politique, de la rareté des ressources, des conflits historiques profonds entre les demi-humains et les humains dévots, des luttes de pouvoir internes et des guerres d'usure. Il y a une discrimination structurelle dégoûtante et un fossé immense, et Makoto, à travers sa compagnie, le contrôle des routes commerciales et la fourniture de médicaments avancés, commence progressivement et souvent involontairement à manipuler tout cela. Les humains ici ne sont pas parfaits, et c'est un point qui me fascine. Dans presque tous les isekai, les humains sont des victimes impuissantes et les gentils par défaut de l'histoire. Ici, on nous montre une réalité assez cruelle. La société humaine est fière, hiérarchisée, xénophobe, follement obsédée par l'apparence et extrêmement cruelle envers quiconque est différent. Tout cela est le résultat direct de l'influence culturelle de cette déesse. Ces enseignements ont créé une civilisation de beaux gosses et de jolies filles possédant tous les privilèges légaux, tandis que les demi-humains sont chassés comme esclaves ou traités comme des déchets recyclables. C'est pourquoi l'histoire de Makoto est si percutante. Dès le premier jour, il est le banni absolu des règles divines de ce monde. Les monstres l'acceptent plus facilement parce que pour eux, l'apparence n'a aucune valeur. Ce qui compte vraiment, c'est la force de votre âme, la fermeté de votre caractère, la volonté de protéger votre peuple et l'honnêteté de vos actions. Ils se fichent complètement que vous ressembliez ou non à un héros de couverture de magazine. C'est pourquoi, autour de Makoto, le dragon ancien, l'araignée du désastre, les elfes de la forêt et les nains supérieurs se sont rassemblés volontairement. Finalement, on réalise que le véritable cœur de la série est de voir comment ce jeune homme, loin de la société corrompue et décadente de la déesse, va bâtir un tout nouvel ordre mondial. Si vous avez aimé ce format d'analyse approfondie et détaillée basé sur l'œuvre, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Plus tard, on pourra décortiquer séparément l'évolution du niveau de puissance de Makoto à la fin du light novel, analyser en détail pourquoi le comportement égoïste de la déesse a causé ses propres problèmes géopolitiques, explorer le passé sombre de Tomo avant sa rencontre avec son maître, ou débattre de pourquoi Mio est statistiquement l'une des waifus les plus mortelles et dangereuses du monde de l'anime actuel. Mais voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage dans vos projets, et on se retrouve à la prochaine vidéo.